Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus donc aussi nombreux à notre conférence de presse de rentrée. Alors une conférence de presse qu'on a décidé de placer sous l'angle de d'une filière qui redémarre, hein, parce que vous connaissez les différents épisodes sanitaires qu'on a vécu au courant de l'année. Donc un redémarrage de la filière avec une mobilisation pour répondre à la hausse de la demande et surtout, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, en résistant aux importations. Alors, autour de moi, il y a l'équipe resserrée d'Envol. Hein, donc, moi-même, Jean-Michel Schaeffer, président. Il y a Yann, le directeur. Gilles Hudepin, vice-président de la Fédération des industries avicoles et vice-président d'Envol. Et Bernard Tosia, qui est donc le président du syndicat national des labels rouges. Merci à vous tous d'être présents. Alors, au programme, on a prévu de vous présenter les grands chiffres économiques de la filière, donc sur la consommation, sur la production, faire également un focus sur le dossier influenza aviaire avec la vaccination qui va démarrer dans moins d'un mois. Donc c'était aussi important de faire un point là-dessus et puis aussi de revenir sur les aspects commerce liés à ce dossier-là. Ensuite, faire un point sur la partie, je dirais, pouvoir d'achat, sur la partie coût de production, où les choses sont en train également de se détendre sur cette partie-là. Et en parallèle, faire le point sur les importations qui sont de plus en plus importantes avec un vrai déferlement de volailles étrangères et que Gilles vous présentera tout à l'heure et revenir sur le plan ambition Envol 2025. Hein, donc il y a des engagements qui avaient été pris en 2020. On est maintenant en 2023, un peu à mi-parcours. Donc l'idée c'était de revenir là-dessus. Voilà. Je donne donc la parole à Yann qui va vous présenter donc toute la partie consommation des volailles françaises. Merci Jean-Michel, bonjour à tous. Donc en effet, comme l'a dit Jean-Michel, la consommation est plutôt dynamique puisque la France maintient sa place de première nation consommatrice de volailles en Europe, devant l'Allemagne notamment. Et l'Espagne. On a consommé en 2022 1 888 000 tonnes de volailles en France, à peu près 28 kilos de volailles par habitant. Si on rentre un peu plus dans le détail des chiffres de la consommation, côté achat des ménages plus consommation hors domicile, sur les 5 premiers mois de 2023, on est sur une augmentation de 1,4% de la consommation de volailles. Et quand on regarde que les poulets, on est sur une augmentation de 4,2%. Si on se focalise uniquement sur les achats des ménages, on a une stabilisation des ventes en magasin, donc moins 0,4% sur les 6 premiers mois là, de 2023 par rapport aux 6 premiers mois de 2022. Et quand on se compare notamment aux autres viandes de boucherie, justement, on est vraiment dans une stabilisation puisque les autres viandes de boucherie sont dans une baisse de moins 3,2% sur la même période. Et encore une fois, quand on regarde que le poulet, on est sur une augmentation en achat des ménages de plus 6,5% sur les 6 premiers mois de 2023. Donc les poulets gagnent du terrain, comme je le disais, puisque plus de 8 volailles sur 10 consommées en 2023 en France, c'est du poulet. Vous le voyez sur la figure, sur la slide qui s'affiche, avec une part qui progresse, donc je le dis, à 82%. Et au détriment, j'allais dire, même si on peut se réjouir d'avoir cet engouement pour le poulet, ça se fait quand même au détriment. En tout cas, ça prend la place des autres espèces qui ont subi une baisse de production. Jean-Michel vous l'expliquera plus en détail tout à l'heure en raison de l'influenza aviaire, puisque la dinde, sur les 5 premiers mois de 2023, représente 11,8% de la consommation. Ça a baissé de 8,2% sur cette même période. Le canard, 5,23%. Ça a baissé de 33% sur cette même période, donc en raison de l'influenza aviaire. Et la pintade, c'est inférieur à 1%. On a aussi une baisse des achats des ménages de moins 17,5% sur cette même période. Concernant les cailles et les pigeons, c'est un peu plus anecdotique, mais ça correspond à peu près à 0,1% de la consommation française. Donc il y a vraiment un enjeu autour de ces espèces que je viens de citer. On lance un appel en tout cas aux consommateurs à retourner, ou en tout cas après cette période un peu difficile d'influenza aviaire, à retourner vers la dinde, le canard, la pintade, qui offrent au-delà de la simple diversité et du changement, des qualités gustatives, des différentes découpes qui permettent de varier les plaisirs par rapport au poulet. Donc on lance aussi cet appel aux consommateurs de ne pas oublier la dinde, le canard ou la pintade. Et je te laisse la parole, Jean-Michel, pour la suite.
Donc on va continuer avec la partie influenza aviaire en fait qui a impacté la production, tous les chiffres que Yann vous a montrés. Donc l'influenza aviaire, ça touche toutes les espèces, tous les types d'élevage. Mais comme vous l'a également dit Yann, il y a des espèces quand même plus impactées que d'autres. Donc a été fortement impacté quand même le canard à rôtir, la dinde. Voilà toutes ces filières qui font la diversité de l'élevage français. Et on a subi effectivement depuis 2021 une succession de différents types de crises. Donc à l'automne 2021 dans le sud-ouest, on vous en avait parlé la fois dernière déjà, début 2022 sur les Pays de Loire, donc région stratégique pour nous, pour les questions de sélection à couvage, de génétique, mais également de production. Et ça a redémarré fin d'année 2022, début 2023, et on a également eu sur le sud-ouest, à nouveau une petite crise quand même, sur le canard plutôt gras. Alors c'est pas nous directement, c'est le CIFOG, mais au mois de mai, avec une résurgence en fait permanente du virus, quoi. Notamment vraiment accentué sur les canards. Alors en quelques chiffres, les impacts production, vous les voyez là. Donc il y a 30 millions de volailles qui ont été concernés en fait depuis 2021, donc qui ont été abattus. Et là, ça je tiens à le préciser, c'est 30 millions de volailles abattues, mais il y a eu aussi un très grand nombre de volailles qui n'ont pas été produites. Parce qu'avec les différents vides sanitaires, il y a eu beaucoup de non-production également. Alors entre 2021-22 et 2022-23, il y a eu quand même une amélioration. On a essayé quand même d'être plus réactif par rapport à cette situation pour essayer de limiter la casse, je dirais. Donc on a eu quand même une diminution à peu près d'un tiers, de 3 fois au niveau des foyers. On était à 1400, on est tombé à 400. On avait 25 millions de volailles abattues en 2021-22 pour 3-4 millions cette année. Alors le chiffrage, on est encore en train de le faire parce que voilà, l'année n'est pas finie. Et il y a eu des épisodes récents qu'on est encore en train d'évaluer par rapport à 2021-22 où il y a eu quand même 500 millions d'euros de pertes économiques. Donc un impact diminué, mais quand même présent sur la filière en termes d'influenza aviaire. Alors pour faire la continuité par rapport à Yann sur la production, vous voyez qu'il y a une prédominance de plus en plus forte du poulet dans la production française. On vous a mis le focus 2021 et on vous a mis 2022. Donc là, on voit vraiment que le poulet, ça augmente. Alors c'est dû à l'effet combiné de 2 facteurs. Donc il y a l'effet influenza qui a quand même été beaucoup plus marqué sur les petites espèces. Donc mécaniquement, le poulet prend plus d'ampleur. Et aussi par l'engouement du consommateur pour consommer du poulet. Et donc dernière slide. Là, vous voyez donc les chiffres en parallèle de la consommation. Donc l'engouement est démontré. Donc on était à peu près à 3 quarts de consommation de poulet dans la consommation globale de volaille. Et là, on se rapproche plutôt des 80%. Donc voilà, l'effet combiné influenza-consommation donne un avantage certain en fait au poulet et nous donne un peu les perspectives de la suite. Voilà, donc je vais donner la parole à Bernard qui va vous parler un peu plus spécifiquement des filières Label Rouge et Bio. Oui, merci Jean-Michel. Donc concernant ces filières, il y a quand même un chiffre qui me paraît important, c'est la part que représentent les filières alternatives dans notre modèle de production français, puisque c'est 20% de production plein air et on est le seul pays en Europe, vous le savez, mais il est bon de le rappeler, le seul pays en Europe à avoir des productions qui vont à l'extérieur et qui sont élevées de cette façon-là, et sûrement au monde. Donc, quelques chiffres de tendance de mise en place et de consommation. Bon, les mises en place sur les 6 premiers mois, ce que vous voyez là, on peut voir une stabilité sur les mises en place de poulet label rouge et un repli sur le bio. Je crois que le bio souffre un peu plus que le label rouge. Et vous le savez, vous vous en doutez, c'est essentiellement dû au prix. Donc ça se revoit sur les achats des ménages, puisque les poulets label rouge en poulet entier sont en moins 1,2%, les découpes en moins 6%. Presque moins 7, on peut le dire, et c'est un peu plus difficile pour le bio, puisque le bio souffre sur le poulet entier à moins 12% et la découpe à moins 18%.
donne des chiffres un petit peu, voilà. On a un écart entre ce que le consommateur, le citoyen pense, je crois. Et voilà, donc on a peut-être un message à redire et que nous, on essaye à travers notre communication à la profession de rappeler la valeur, ce qu'amènent nos produits et rappeler que, bon, que ce label rouge a été créé en 1960, qu'il fait partie il a tout un schéma de production identifié dans un cahier des charges, des races rustiques, un parcours plein air, hein, des choses que vous connaissez, mais bon, il est bon de le rappeler, des surfaces de parcours, un contrôle aussi, inobilé par bande, c'est pas marqué, mais c'est quelque chose d'important pour nous, des tailles de bâtiments, et voilà, et des durées d'élevage. Je crois qu'il est bon de rappeler que ce poulet est un prix abordable. Est un prix abordable parce qu'on le trouve aujourd'hui à peu près à 8 € du kilo au consommateur. Et donc si on divise par 6, ça fait une portion à 1,6 kg. Donc on pourrait dire que le poulet fermier Label Rouge, c'est un poulet anti-crise. C'est le poulet du dimanche aussi de prédilection. Et il est bon de rappeler aux consommateurs que quand on consomme ce produit, on a un produit de qualité supérieure. Je redonne la parole à Jean-Michel. Merci Bernard. Et je voulais rajouter, c'est vraiment un appel qu'on veut lancer, en tout cas pour le Label Rouge, c'est manger le poulet du dimanche, manger du poulet Label Rouge, parce qu'on en a vraiment besoin dans la filière. Voilà. Alors on va passer maintenant au sujet influenza. Alors on ne voulait pas rentrer dans l'ensemble des détails techniques, parce que c'est un sujet très complexe. On peut vite se perdre, mais on est là pour répondre à vos questions. Hein, si vous en avez, il n'y a aucun problème. L'idée, c'était de revenir vraiment sur les éléments marquants de la vaccination et aussi sur les aspects commerciaux. Donc, quelques grands chiffres, en tout cas, concernant la vaccination. Elle va concerner les canards, alors autant les gras que les canards à rôtir. Donc, on part sur un objectif de vaccination de la population de canards qui est donc de 60 millions. Donc, je rappelle juste que l'ensemble de la volaille, ça fait 900 millions de volailles. Donc vous voyez ce que ça représente. Le canard par rapport à l'ensemble du poulailler France, on va dire. Alors on est juste avant le démarrage, donc ça va démarrer donc début octobre, donc le mois prochain en fait. Hein. Donc là, il y a un travail intense qui est mené entre nos différentes structures, les pouvoirs publics, pour mettre en œuvre toute la mécanique. Hein. Et quand même revenir également sur le coût, hein, le coût financier de l'opération. Alors, il y a encore des choses un peu à évaluer parce qu'on est au démarrage d'une aventure nouvelle quand même sur ce type de vaccination, mais c'est quand même un coût financier important de 90 millions d'euros. Et donc, dans les arbitrages qui ont été présentés par le ministre, 85% sera pris en charge par l'État et il y a 15% qui va être pris en charge par la filière. Et je tiens quand même aussi à remercier les pouvoirs publics, le ministère de l'Agriculture, d'être quand même à nos côtés sur ce sujet-là pour accompagner financièrement la filière, les éleveurs, les entreprises et les accouveurs. Alors on va vous faire quand même un focus plus important sur l'export parce que la filière aujourd'hui, elle est très très inquiète quand même de la vaccination. On a quand même un certain nombre de pays, il y en a 4-5, qui ont décidé dès maintenant de ne plus accepter de volailles françaises. Donc ça inquiète quand même beaucoup les entreprises et également les éleveurs qui produisent derrière. Alors juste un rappel quand même, les exportations pour la filière française, c'est 1 milliard d'euros. Donc c'est pas rien. Hein, c'est quand même voilà un chiffre important pour nous. Et dans le milliard d'euros, on va y retrouver le maillon génétique. Le maillon génétique quand même où la France est leader européen et dans un des grands leaders mondiaux de l'exportation de génétique. Hein. Et donc c'est un vrai sujet également s'il y a fermeture des marchés. Et c'est également un segment important pour nos entreprises parce qu'il y a un équilibre matière à tenir. Parce que comme on le dit toujours, on aime manger de la volaille entière, malheureusement de moins en moins. On aime manger du blanc de poulet, un peu les cuisses. Mais il y a toutes les autres parties de l'animal où il est nécessaire pour nos entreprises, pour tenir leurs équilibres économiques, de les exporter. Et aujourd'hui, vraiment, il y a des inquiétudes. Et la crainte qu'on a, c'est qu'au fil des semaines, il y a d'autres pays potentiellement qui se rajoutent aux fermetures possibles. Alors, je tiens aussi à remercier les pouvoirs publics sur ce point-là, parce qu'il y a eu quand même une mobilisation historique des services de l'État, enfin en tout cas du ministère de l'Agriculture et du Commerce extérieur, pour faire un maximum de diplomatie sanitaire. Alors, ça a été une demande forte de notre part, que l'État se mobilise à nos côtés,
Il l'a fait, il faut le reconnaître quand c'est bien, il faut le dire. Et un grand travail de diplomatie a été fait, que ce soit par les services vétérinaires, par les réseaux d'ambassades et autres, pour rassurer. Et il le continue. Et tout le message qu'on peut leur envoyer, c'est continuer à passer ce message de réassurance auprès des clients, des pays clients, pour leur dire que ce qu'on fait en France, c'est robuste, c'est un protocole rigoureux et crédible. Et faites confiance aux entreprises françaises, à la filière française, pour accepter nos produits. Ensuite, alors, on est sur la partie inflation. Donc là, le message qu'on souhaite passer, c'est qu'on a un coût de production où il y a quand même maintenant la voie du fléchissement qui est engagée. On est une viande, on l'a toujours dit, abordable en termes de prix. Et là, on est plutôt dans une phase de décroissance du coût de production et donc des prix. Alors je le rappelle, on le dit à chaque fois, l'alimentation qui est un facteur essentiel du coût de production dans notre filière, c'est 60-65% du coût, avait subi une hausse régulière, alors autant liée aux effets du Covid que brutalement après le démarrage de la guerre en Ukraine. Donc cette hausse a été répercutée. Moi je tiens quand même aussi à remercier l'ensemble des partenaires de la filière, les entreprises, les distributeurs, les éleveurs pour avoir joué cette mécanique à la hausse quand il a fallu le faire pour couvrir nos coûts de production. Et maintenant est engagée depuis janvier, vous le voyez sur la courbe, une baisse quand même des coûts de production qui suit en fait la baisse du coût des matières premières. Alors je nuance quand même, il y a un ensemble de charges. On a en tout cas sur la partie matières premières alimentation une décrue qui est en train de s'opérer. Et comme je le disais, vous revoyez le petit schéma en bas, on est dans une filière contractualisée, chacun est responsable l'un envers l'autre. Donc comme il y a eu la mécanique à la hausse, il y a maintenant la mécanique à la baisse, en tout cas concernant la partie matière première qui est enclenchée, pour que nos volailles retrouvent encore plus de compétitivité auprès du consommateur français. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc sur cette partie, bien sûr, la question de dire combien il a été redonné aujourd'hui, qui en a profité, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la profession, même si on n'a pas le droit de parler de chiffres, mais ce que l'on a observé pour l'instant, puisque on n'est pas en économie dirigée avec des prix fixes, voilà, mais on le dit, on observe, parce que c'est quand même un débat très politique actuellement, tout le monde en parle, on a baissé de l'ordre de 4 à 6%, ce qu'on nous on arrive à faire, je parle en prix de vente consommateur. Après, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on est en train de relancer complètement, et vous le voyez déjà dès le mois de septembre, c'est les promotions. Il y a un an ou en début d'année, dû à l'influenza aviaire, nous avions moins d'offres de volailles françaises. Donc, on a relancé les promotions, notamment les promotions, et là, je rejoins mes collègues sur le poulet du dimanche, qui est le poulet Label Rouge, où aujourd'hui, si on a un fonds de rayon qui est aux alentours de 7,90 €, 8,90 €, on retrouve des promotions à 5 €, 5,50 €, ce qui ne fait pas 1,60 € par portion, qui peut faire 1 €, voire inférieur à 1 € par portion, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la deuxième chose qui a été faite. La troisième chose que nous avons fait, c'est réaugmenter l'offre. Je m'explique. Si vous avez vu les productions de dinde, de canard, de pintade, on les a moins offerts, on dit le consommateur en a moins acheté, mais aussi nos amis les distributeurs ont réduit les rayons puisqu'il y avait moins d'offres. Et nous, ce qu'on redemande aujourd'hui, c'est aux distributeurs de rouvrir les rayons un peu plus. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que ils n'ont pas des magasins extensibles et quand on a perdu des centimètres carrés ou des centimètres linéaires de rayons, c'est un peu plus difficile. Donc voilà où on en est. Dernier point. Cette contractualisation nous permet d'avoir négocié avec nos éleveurs dans le cadre de dire voilà la marge compte tenu des augmentations de l'énergie. En début d'année, il va s'ouvrir de nouvelles négociations avec les producteurs, qu'ils accepteront ou pas. On verra si le coût du construction d'un bâtiment et ainsi de suite. Mais voilà dans quel cadre ça va se faire. Donc la volaille, je rassure tout le monde, y compris messieurs les ministres, le processus est bien engagé. Et on n'est pas à des poupouilles comme ils disent. On est bien parti. Écoutez Gilles, vous pouvez continuer du coup sur la partie déferlement des importations. L'importation, je crois que tout le monde en parle. Il y a pas mal d'articles et je remercie l'ensemble de la presse de nous défendre à ce niveau-là. Bon,
qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Et vous le voyez bien, c'est qu'aujourd'hui, entre 2021 et 2022, alors Jean-Michel l'a dit, à deux raisons. L'influenza aviaire, mais aussi une augmentation de la consommation de poulet. On a augmenté nos importations de 10,3. Depuis le premier semestre, on a 5,7. Et on a une hausse régulière de l'importation de poulet. 34, 39, 43 et 45,5. On y va. Voilà. Le slide suivant, il est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, dû à l'influenza, on a offert moins de dinde et moins de canards, puisque aujourd'hui, on a un versus à 96% contre 102 sur 5 mois et un versus 98 contre 105. Donc on voit bien qu'on a moins offert de volailles. On continue. Voilà. Mais ce tableau-là, on a voulu vous le mettre parce qu'il est assez intéressant. D'où viennent en Europe, et il nous avait été demandé lors de la dernière conférence de presse, d'où viennent les importations. Alors, à gauche en Europe, vous avez plus 9% du Brésil, plus 137% de l'Ukraine. Et vous remarquerez que l'Ukraine aujourd'hui, c'était aux alentours de 10 000 tonnes. C'est aujourd'hui 20 000 tonnes, voire 25 000 tonnes par mois d'importation en Europe. Alors vous me direz, oui, 25 000 tonnes sur toute l'Europe, ça fait 300 000 tonnes. C'est quoi les conséquences? C'est que quand les Ukrainiens, ils exportent chez les Polonais, chez les Bulgares, chez les Roumains, eux, ils nous réexportent en plus sur de la production polonaise et roumaine avec des prix inférieurs. Donc, qu'on soutienne l'Ukraine, oui. Qu'on soutienne un oligarque qui est en train de faire sauter une grande partie de l'Europe, puisque vous savez qu'on est solidaire, il n'y a pas que la France qui a élevé la voix là-dessus. Et c'est là qu'on voit à droite, les Pays-Bas, plus 181%. Ben oui, mais pourquoi? Parce que le leader ukrainien, qui est MHP, que vous citez, il a des usines en Pays-Bas où il envoie les filets sur bateau, il lève les filets et ils sont réétiquetés après en Europe. On le voit sur la Pologne, plus 14, sur la Hongrie, plus 306. En fait, c'est ces plateformes. Et même sur la France, on est à plus 148% en direct, mais c'est des volumes plus faibles. Alors, les 6 mois plus 5 ans, la hausse prépondérante depuis l'Ukraine, c'est 75% en 6 mois. Et c'est pour ça qu'on arrive à nos 50% aujourd'hui d'importation, un poulet sur 2 en France. Ce qui ne représente que 43% de la volaille, parce que les Ukrainiens ne produisent pas, produisent un peu de dinde, ne produisent pas de canard ni de pintade. Je ne reviens pas, vous savez les modèles, c'est répété et re-répété, mais je trouve que c'est intéressant. L'élevage moyen en France d'un poulet du quotidien standard est de 2300 m², 40 000 volailles. En Union européenne, la moyenne, elle est à 100-120 000. Et en Thaïlande, en Ukraine et en Thaïlande d'ailleurs, oui, on va jusqu'à 1 800 000 à 2 millions de poulets par ferme. Par ferme. Alors que la volaille française, elle est plutôt plébiscitée, ça vous le savez. Les Français préfèrent consommer de la volaille française, mais quand on voit le prix et où ça arrive, principalement dans les élaborations de produits en volaille, ou dans tout. Alors ce qu'on appelle élaboration, c'est bien sûr pas mal de charcuterie de volaille, pas mal de sandwicheries, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est important, je le rappelle encore, que les Français sont 91% sécurité alimentaire, qualité, je ne vais pas tout détailler, mais quand même 89% à taille humaine. Et je voudrais qu'on insiste là-dessus, sur les exploitations à taille humaine. Il faudra aussi, mais on en parlera sans doute dans des débats futurs, on ne va pas ouvrir là, il va falloir qu'on considère l'acceptabilité des élevages en France. Est-ce qu'on accepte, oui ou non, d'avoir des élevages en France pour produire français, pour assurer notre souveraineté alimentaire? Quand on voit dans les régions, il y a une certaine part, mais ça on en reparlera, certaine part aujourd'hui de nos concitoyens qui n'acceptent pas d'avoir des élevages au pied de chez eux. À nous aussi de faire le respect, de se respecter les normes. Donc, pour lutter, qu'est-ce qu'on demande? On demande d'activer la clause de sauvegarde de l'Ukraine. Alors, il y a des pays qui ont été beaucoup plus pushing, Pologne et ainsi de suite, qui ont été, notre ministre, c'est vrai, il l'a dit. Je trouve que si on se félicite qu'il nous a bien défendu sur un certain nombre de dossiers par rapport à la vaccination, par rapport à la diplomatie sanitaire, par rapport à la considération de l'influenza aviaire,
faudrait qu'on s'affirme un peu plus, je pense, sur la clause de sauvegarde. Donc, ça veut dire quoi? Empêcher de nouveaux contingents, même si on n'a pas été trop entendu, puisque depuis le 1er juin, c'est renouvelé. Intégrer la clause miroir et non pas la clause équivalente. Vous savez ce que c'est que la clause miroir? La clause miroir, c'est exactement les mêmes normes qu'en Europe. La clause équivalente, c'est les équivalences. Et ça, les équivalences, c'est la porte ouverte à tout. Et puis surtout, faciliter le dialogue avec les citoyens, comme je l'ai parlé, et soutenir le développement de tous les modes de production du standard au plein air, y compris au bio. Enfin, renforcer l'information et les contrôles. On a bien progressé sur le cru aujourd'hui. On a bien progressé, on commence à progresser sur une partie du cuit, mais il y a encore beaucoup d'élaboration de produits où on n'a pas le logo volaille française et on n'est pas contre l'importation, mais au moins que le consommateur sache quand il voit volaille française ou quand on met origine Europe ou origine Union en tout petit, nous on veut connaître l'origine du pays. Merci Gilles. Alors en parallèle, on voulait quand même vous dire, en parallèle de ce constat, et on espère aussi, et on met beaucoup d'espoir dans l'arrêt de l'influenza aviaire avec la vaccination qui arrive, parce que ça nous permettra aussi de mieux mettre en valeur les travaux que mène la filière. On voulait quand même vous montrer l'effort collectif que fait la filière volaille française. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2020, on avait lancé le pacte Ambition 2025. Et je le disais en introduction, on est à peu près à mi-parcours. Donc on s'était fixé 6 objectifs à 5 ans pour répondre aux attentes du marché. Et globalement, on a eu plutôt de bonnes avancées malgré les difficultés sur le chemin pour y arriver, avec une diminution drastique d'utilisation des antibiotiques depuis 2011. Là, on est à plus de 60%. La mise en place d'un outil d'audit pour vraiment objectiver l'ensemble des bonnes pratiques que met en œuvre la filière, que ce soit les entreprises, les éleveurs, sur le bien-être animal, la préservation de l'environnement, la biosécurité et autres, avec également une progression de l'accès à la lumière extérieure pour de nombreux poulaillers, en fait, pour le poulet du quotidien. Et bien évidemment, le CC, le European Chicken Commitment, la filière s'y est engagée et est prête bien sûr à répondre aux différentes attentes lorsque c'est produit au juste prix. Voilà. Alors là, je voudrais bien compléter parce qu'il y a une polémique aujourd'hui qui peut dire est-ce que tout le monde va faire de l'European Chicken Commitment? L'ensemble de la profession répondra aux besoins du consommateur. Si on nous commande des poulets ECC, nous ferons des poulets ECC. Mais si on nous commande des poulets dits du quotidien et on dit non, on n'a que de l'ECC et c'est refavorise l'import, on ne sera pas d'accord. Et dernier point, je reprécise sur l'utilisation d'antibiotiques, c'est en curatif en Europe et ce n'est absolument pas comme activateur de croissance, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité, là on met 60% de moyenne, mais on a beaucoup aujourd'hui d'organisations de production qui sont à plus de 90% de non-utilisation. Ils utilisent les antibiotiques seulement pour des lots malades, pour protéger vis-à-vis du bien-être animal. Donc voilà, on voulait rapidement, sur une slide, vous montrer les différents engagements, les différents efforts qui sont faits continuellement, toutes les avancées volontaires que font la filière. Mais en même temps, il faut qu'on ait aussi un maintien des réglementations européennes actuelles. Parce que, notamment, il y avait le sujet directive IED, donc, qui est toujours un sujet en discussion, qui est une grande source d'inquiétude pour nous, parce qu'on a les conditions environnementales de construction de bâtiments d'élevage les plus élevés du monde. On ne peut pas encore accepter de les augmenter, tout en parallèle en important de la viande sur lesquelles on ne demande pas ces conditions-là, quoi. Et on a également des inquiétudes et on demande à ce qu'il y ait un statu quo en matière de bien-être animal sur les différentes directives. Alors en résumé, ce qui est important à retenir, c'est qu'on note une hausse de la consommation de volaille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. On a une filière qui redémarre. On le voit dans les chiffres. La production de volaille impactée, on voit qu'elle est en train de se résorber, notamment sur toutes les parties qui ont été plus difficiles que sur le poulet, c'est-à-dire sur la dinde et le canard qui ont été vraiment touchés. Et
pour continuer sur la lancée, parce qu'il est quand même question de la souveraineté alimentaire, la demande qu'on fait de soutien aux acteurs publics, c'est de lutter contre les importations. Donc ça, c'est vraiment les clauses de sauvegarde. C'est tout simplement imposer aux autres, quand on leur achète des produits, ce qu'on s'impose à nous-mêmes chez nous. Parce que ça n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est inacceptable, et ça crée des distorsions de concurrence insupportables. Sauvegarder également la diversité unique de volailles qu'on a, et nous laisser, je dirais, un peu tranquilles, c'est-à-dire nous laisser progresser à notre niveau sur nos avancées en matière de bien-être animal, d'environnement, pour essayer d'améliorer au fur et à mesure notre filière. Et de sortir un peu, je dirais, de cette hypocrisie vers laquelle on risque d'aller, c'est-à-dire d'avoir une filière européenne, nationale, qui va produire pour une partie des Français, parce que c'est le risque, et d'avoir de l'importation à pas cher, qu'on ne regarde pas et qu'on met sous le tapis, parce que on ne lui impose rien, qui va nourrir une part de plus en plus importante des Français. Donc ça, c'est là qu'on en appelle au pouvoir public de la cohérence, du courage, imposons aux autres ce qu'on s'impose et soutenez de cette manière-là la souveraineté alimentaire du pays, parce que concrètement, on est à un poulet sur 2 importé. Quand on voit l'état des importations, bon voilà, il y a des décisions un peu courageuses à prendre de la part de nos pouvoirs publics, du ministre, de mouiller un peu plus la chemise sur ces sujets-là, autant le remercier sur l'influenza, mais sur ces sujets-là à Bruxelles, parce que tout le monde nous parle de souveraineté alimentaire, mais concrètement, comme beaucoup d'autres filières françaises, on n'a pas avancé d'un pas depuis 1 an. Donc voilà ce qu'on avait à vous dire, et on est là pour répondre à vos questions pour à peu près un bon petit quart d'heure, quoi. Et après, on s'installera de toute façon à table pour répondre encore à vos questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour, Yannick Groux d'Agrapresse. 2 petites questions. La première porte sur l'influenza, sur la vaccination, pour être précis. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à 3 semaines du lancement, ou est-ce qu'il y a encore des freins à lever, des dossiers à débloquer? Est-ce que vous pouvez préciser un peu? Et l'autre question, c'est sur les négociations qui vont s'ouvrir, vous en avez parlé, monsieur Huttepin, en début d'année, entre les éleveurs et les abatteurs. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Est-ce que c'est des négociations périodiques, ou est-ce que c'est nouveau à cause du contexte? Voilà, et comment ça va se dérouler, s'il vous plaît? Alors Yann, pour la partie vaccination. Donc sur la vaccination, on est dans la dernière ligne droite en effet avant le lancement début octobre. Donc on n'a pas le choix de toute façon d'être prêt. Alors comme l'a dit Jean-Michel, c'est une expérience. En tout cas, on est le seul pays à mettre en place cette vaccination, avec la surveillance qui va l'accompagner. Donc on a des groupes de travail quotidiens avec le ministère, avec les autres filières, avec les vétérinaires, en ce qui concerne la traçabilité de la vaccination, la traçabilité des lots, mais aussi la mise en place opérationnelle sur le terrain. Les organisations de production sont mobilisées avec les vétérinaires, avec les équipes d'attrapeurs, de vaccinateurs, etc. Mais c'est vrai que c'est un véritable défi qui est en train de s'ouvrir à nous, mais on n'a pas le choix d'être prêt, et on sera prêt début octobre pour mettre en place cette vaccination. Gilles, pour les discussions. Donc je rappelle que dans notre filière contractualisée, normalement, tous les ans, tous les 18 mois, tous les 6 mois, suivant les périodes, on a des discussions avec les organisations de production d'éleveurs qui ont des bureaux et ainsi de suite, qui discutent, soit au niveau du label, soit au niveau du poulet du quotidien, de la dinde et ainsi de suite. L'année dernière, et c'est justifié, je rappelle que le prix du gaz avait été multiplié par 3. Les producteurs ont demandé des hausses qu'on a répercutées, qui ont été intégrées dans le prix de revient de la volaille. Certains vous diront que ça n'a peut-être pas été assez avec les frais de manœuvre. Il est normal que si l'énergie rebaisse, si un certain nombre de gains sont refaits par rapport en intrants et ainsi de suite, qu'ils soient redonnés. Parce qu'on peut très bien maintenir avec des marges très élevées, mais il y a un moment, on va perdre des parts de marché. On va perdre des parts de marché aussi par rapport à l'apport. Donc aujourd'hui, l'objectif de la filière, et vous le voyez bien, c'est relancer la consommation, relancer les promotions, relancer la consommation par la diversité des productions. On avait une question au fond. Excusez-nous, on a une lumière, c'est
fois, on voit mal. On a une lumière dans les yeux. On va vous entendre. Okay. Bonjour, je suis Colette Nichela pour les marchés. Vous avez parlé de 4-5 pays qui refusaient déjà d'acheter des poulets français à l'annonce de la vaccination. Est-ce que vous pouvez citer ces pays et dire à peu près quelle part de marché est représentée à l'export? Alors, il y a le Japon, Hong Kong, le Canada, Taïwan, et alors le dernier, Thaïlande. Voilà. Alors, sur les parts de marché. Ah oui. Oui, on a un exemple concret, c'est vrai, Gilles vient de me le souffler. C'est par exemple les volailles de Bresse qui étaient régulièrement exportées sur le Japon. Bon, bah là, il y a un impact direct pour les volailles de Bresse, quoi. Là, sur le Japon, en tout cas, c'est fermé, quoi. Voilà. Merci. Bonjour, Myriam Le Métayer, l'AFP. Donc, je vais prolonger la question. Donc, finalement, les pays importateurs, peu importe que ce soit que les canards qui soient vaccinés ou quoi, c'est toute volaille, c'est toute espèce confondue. Tout à fait. Et j'aurai d'autres questions après. Mais... C'est tout à fait ça. Ouais. Oui, ben, je peux que confirmer ce que vous dites. En fait, il y a beaucoup de pays, ils ne vont pas faire la distinction des espèces. Pour eux, c'est une volaille. Donc, si on vaccine des canards, va être concerné les pintades, les dindes, les poulets. Et c'est là où on a vraiment besoin que la diplomatie sanitaire continue, reste mobilisée pour continuer à rassurer et à expliquer et à préciser les choses, quoi. Simplement pour vous dire qu'on considère d'un côté les palmipèdes et de l'autre côté les gallinacés. Donc les pintades, les dindes, les poulets et tout. Donc la diplomatie sanitaire a été considérée, attendez, tout ce qui est gallinacé, c'est free, tout ce qui est palmipède, c'est vacciné. Donc c'est ce que le gouvernement et la diplomatie sanitaire, on a essayé de mettre, il fallait mettre un distinguo en dehors de toute traçabilité des papiers. Et voilà. Après, ce n'est pas pour autant qu'elle est comprise pareil par tous les pays. Et c'est là qu'on a besoin d'éléments de discussion à chaque fois. Parce que la difficulté de l'exercice, c'est que c'est pays par pays qu'il faut discuter. On ne peut même pas discuter par bloc de pays, quoi. Nous, oui, parce qu'on est de l'Union européenne, mais avec les autres, c'est vraiment B2B, quoi. Et donc, pardon. Juste pour compléter, il y a aussi des pays qui considèrent, et ceux qui bloquent notamment, qu'à partir du moment où on vaccine, on n'a plus le statut indemne. En tout cas, ils ne considèrent plus le pays exportateur comme un pays indemne d'influenza aviaire, même en ce qui concerne les espèces qui ne sont pas vaccinées. Donc ça, c'est le cas de ces pays un peu, on va dire, sévères sur ce type de sujet. Mais les discussions, elles continuent. Et l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix d'être prêt, notamment sur la surveillance, la traçabilité. C'est ce qui permettra, on l'espère, en continuant le travail avec l'État, de réouvrir ces marchés-là le plus rapidement possible. Et j'avais d'autres questions plus, on va dire, sur le volet alternative. Enfin, donc, est-ce que la part, par exemple, de l'élevage plein air est en train de reculer du fait de la baisse des mises en place, par exemple, en bio? Alors, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu le phénomène influenza, où il y a deux bassins de production qui ont été touchés, le sud-ouest et l'ouest. Donc, il y a eu moins d'offres un certain temps. Aujourd'hui, tous les bassins peuvent produire, puisqu'il n'y a plus d'influenza sur le territoire. Mais il est vrai que la production qui souffre le plus aujourd'hui, c'est le bio. Hein, on l'a dit, à travers les chiffres que l'on voit, moins 12% de mise en place. Bon, voilà. Et le label rouge souffre un peu du phénomène du prix. Je crois qu'il y a... Donc Gilles l'a dit, on est plutôt acteur sur l'accompagnement de la baisse des céréales, les promotions, et on souhaite que les distributeurs accompagnent cette mise en avant de nos produits. Mais on avait 20% d'élevage plein air, là, selon vos derniers chiffres. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu plus de proportion d'élevage plein air en France? Pour Ou est-ce que pour moi, non. c'est en train de se baisser? Ça tourne entre 16 et 20. C'est entre 16 et 20%. Donc là, comme l'a dit Bernard, avec l'influenza aviaire, c'est vrai que sur 2022-2023, forcément, cette part, elle a diminué. Mais historiquement, hein, même depuis les années 60, cette part, elle reste la même. Oui. Donc, il n'y a pas une dégringolade de l'élevage plein air non plus. On est quand même sur... Il y a une inquiétude sur le bio. Honnêtement, sur le bio, il y a une inquiétude. Le label rouge souffre aussi. Hein. Je l'ai dit, il y a un écart entre ce que veut le citoyen et le consommateur, quoi, aujourd'hui. Et on le vit vraiment. Non, je crois que, voilà, moi je le répète chaque fois que j'interviens, il y a un arbitrage de prix qui est fait qui nous inquiète un petit peu, quoi. C'est pour ça que Bernard vous l'a dit tout à l'heure, un poulet label du dimanche en
promotion, même en fond de rayon, à 8 € le kilo, il fait un 4, un 5, ça fait 10-11 € pour nourrir 5 à 6 personnes. Ou quand il est en promotion aux alentours de 5 €, c'est pas cher. C'est pas cher, une pièce entière, vous nourrissez 5-6 personnes. Alors, si vous avez 6 gros mangeurs, ils vont vous dire que c'est peut-être pas assez. Il n'en faut que 4 comme ici avec des gros poulets. Mais c'est vraiment ça. Et là, on est en train de vouloir faire passer le message. Les distributeurs, aidez-nous, on a de la production, mettons-le en promotion. Parce que hier, j'étais pas, ou avant-hier, Dominique Chargé disait qu'il y avait des poulaillers label et bio qui étaient vides. Et c'est le cas. Enfin, c'est-à-dire parce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est pas que c'est vide, c'est que dans le cycle d'élevage, vous produisez un lot de volailles, puis après, il y a une période où vous êtes vide parce que vous nettoyez, vous désinfectez, vous remettez en place. Ces périodes sont plus longues pour un éleveur. Ouais, voilà, c'est les vides sanitaires qui sont rallongés. Et du coup, à la fin de l'année, le calcul est rapide. Hein. Il y a moins de volailles produites, donc il y a un revenu qui baisse pour l'éleveur. Hein. Merci. Marie-Josée Cougar aux Échos. J'avais effectivement une question sur la déclaration de Dominique Chargé hier qui a dit que les poulaillers label et bio étaient vides. Donc vous dites que le vide sanitaire a été allongé. Allongé de combien? Alors c'est très variable d'une organisation à l'autre. Bernard, tu as des ordres d'idées? On peut dire qu'il y a 3-4 semaines de plus que d'habitude, quoi. Voilà. D'accord. Et voilà. Un vide sanitaire, c'est quoi? C'est 6 semaines, 10 semaines? Oh non, un vide sanitaire, c'est 3 semaines aujourd'hui. 3 semaines? C'est 3 semaines. Donc il a doublé. Passé de il a 3 doublé, à 6. quoi. Il a doublé à peu près, quoi. Ouais. Non, là aujourd'hui, c'est pas sanitaire, c'est économique, là. Et c'est plus dur en bio. C'est vraiment, voilà. En bio, les vides sanitaires sont encore plus lourds. Voilà. D'accord. Sur la vaccination, vous n'avez pas parlé du personnel qu'il va falloir recruter pour vacciner. Vous avez une idée de combien de personnes doivent être mobilisées? Est-ce que vous avez tout le personnel nécessaire? Et est-ce que dans le coût global de la vaccination, vous avez intégré ça? Oui, alors bien sûr, dans le coût global de la vaccination, c'est intégré puisque c'est presque la moitié du coût. Hein, la moitié du coût de l'acte de vaccination, puisque il ne faut pas oublier toute la partie surveillance qui elle est la moitié des 90 millions d'euros. Mais en ce qui concerne l'acte de vaccination, au-delà du coût du vaccin, il faut multiplier par 2 le fait d'attraper et puis vacciner les animaux à peu près. Je n'ai pas le chiffre exact du nombre de salariés qu'il nous faudra. Globalement, quand on discute avec les vétérinaires, les OP, comme je vous l'ai dit, les choses sont en train de s'organiser. On devrait avoir assez de personnel, mais c'est clair que ça va être... Là, quand on va démarrer début octobre, on va essuyer les plâtres, hein, j'allais dire. Donc, il y aura forcément à un moment donné de l'optimisation à faire dans les mois qui viennent, y compris avec la vaccination, parce qu'il faut la vaccination. Là, il y a une première injection au 10e jour et une deuxième à 28. On attend avec impatience dans les mois qui viennent qu'on puisse faire la première injection directement au couvoir. Ça permettra de faire des économies et puis également de moins solliciter les équipes d'attrapeurs, etc. pour le faire. D'accord, ça peut être des volontaires, pas forcément des gens qui sont professionnels, pas des vétérinaires ou des étudiants. C'est le vétérinaire qui supervise systématiquement, c'est le vétérinaire sanitaire qui supervisera tous les chantiers de vaccination. Okay. Ça, c'est une obligation. Avec un rapport de vaccination, etc. Ensuite, les équipes d'attrapeurs, de ramasseurs, etc., c'est aussi des professionnels, mais qui ne sont pas vétérinaires en l'occurrence, mais qui ont l'habitude de faire ça. Vous savez, la vaccination en élevage, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Hein. Il y a un certain nombre de maladies pour lesquelles les animaux sont vaccinés depuis tout le temps. Donc on sait faire la vaccination en élevage. Il n'y a pas de souci. Tout l'enjeu autour de la vaccination influenza aviaire, c'est la traçabilité, c'est la surveillance, c'est les analyses pour faire en sorte qu'on apporte toutes les garanties, justement, on le disait tout à l'heure, aux pays clients, mais aussi toutes les garanties à la société et à nous que le virus ne circule pas à bas bruit, etc. C'est ça l'enjeu sur la vaccination. Le reste, on sait faire. Hein. Et quel est le coût d'une dose de vaccin ? Le coût d'une dose de vaccin, pour un canard, on tourne autour de... Alors, moi, je peux vous dire le coût de la vaccination, en fait, c'est-à-dire surveillance comprise, on va être un peu plus d'1 euro du canard, 1 euro... Mais ça aussi, ça va varier en fonction de la taille des élevages, des équipes à qui on fait... Vous savez, les différences de tarifs entre les prestataires, comme dans tout secteur, elles varient du simple au double, du simple au triple. En fait, ce que je voulais savoir, c'était juste le prix de la dose. Ça, je ne sais pas, le prix de la dose, exactement, ça, je ne sais pas. Et la raison pour laquelle c'est Boehringer qui a été choisi comme laboratoire, c'est une question de coût ? Pardon,
la raison pour laquelle Boehringer a été choisi comme laboratoire, c'est une question de coût? Oui, l'appel d'offres, la priorité, c'était en effet d'avoir dans l'appel d'offres qui a été publié en juin, c'était. Oui, c'est l'État qui a choisi, mais en tout cas, comme là, le prochain appel d'offres, par exemple, parce qu'on va continuer de vacciner, on veut prioriser, nous on le demande au niveau de la filière, à ce qu'on priorise sur des vaccins qui nous permettent de vacciner à J1, au couvoir, pour faire des économies. Celui-là, c'est en cours. Après, il y a tout un tas de... Ça ne s'arrête jamais, en fait. Derrière, on est toujours en progrès sur ces sujets-là. À un moment donné, la priorité, c'est aussi que ce soit le moins cher possible, ce qui paraît logique. On l'a dit, c'est un coût pour la filière. D'accord. Dernière précision, je suppose que les pays qui ont fermé leurs frontières ont fermé leurs frontières à toutes les volailles, toutes espèces. Oui, tout à fait. Les pays, c'est toutes volailles confondues, ouais. Bonjour, Johan Toll, journaliste et correspondant de Suède. Je voulais juste avoir un petit détail, s'il vous plaît. Est-ce que la vaccination touche tous les volailles à 100% ou est-ce qu'il va y avoir des exceptions? Est-ce qu'il va y avoir quelques labels d'exception, peut-être quelques filières biologiques où la volaille ne va pas être vaccinée? La vaccination est interdite, sauf pour les canards. C'est que les canards qui seront vaccinés. Voilà. Donc, et je donnais un peu... Donc le poulet, pas encore? Non, pas le poulet, pas la dinde, pas la pintade. Et je vous donnais les chiffres d'ordre de grandeur. Il y a 900 millions de volailles en France et on va vacciner que 60 millions de canards. Vous voyez, c'est même pas 10% quoi, du cheptel global, quoi. Merci. Le poulet, vous avez dit pas encore? Non, le poulet ne sera pas vacciné. Attention, il ne faut jamais dire. Voilà. Bah écoutez, oui. J'avais plein de questions. Tout à l'heure, vous parliez du bilan du plan Ambition en vol. Est-ce que vous avez un indicateur, par exemple, sur la progression de la lumière naturelle? Parce que vous aviez donc un objectif de 50%. Est-ce que vous avez un indicateur pour voir si effectivement on s'en approche? Au niveau interprofessionnel, on a lancé une enquête cet été justement pour, on l'espère, comme l'a dit Jean-Michel, la prochaine fois qu'on se voit, on parle moins vaccination ou, enfin bref, et plus ces engagements-là. Donc c'est en cours, mais oui, on a un indicateur qui va nous permettre de le voir. Après, peut-être. Ce que je peux vous dire sans l'indicateur, parce qu'il y a des éleveurs indépendants, aujourd'hui, beaucoup de groupes avicoles se sont engagés qu'au 1er janvier 2025, l'ensemble de leur production poulet, dinde, pintade et canard seront, par exemple, en lumière naturelle. Beaucoup de groupes se sont engagés sur l'accompagnement avec tout ce qui est pour que les volailles picorent et ainsi de suite. Donc, mais ça, c'est des engagements. Et là, enrichissement du milieu. Beaucoup de groupes sont engagés sur le retraitement des litières. Donc, ah si. Si. Moi, je ne reviens pas sur ces ambitions-là, mais c'est ce que je vous ai dit lors de l'exposé. Si on fait cette production-là, qu'on en vend de moins en moins et que l'import augmente, il va falloir quand même qu'on se pose des questions sur l'avenir de notre métier. Parce que là, on sera tous partis dans une direction et comment on fait pour revenir? Donc, moi, je veux bien, et je crois que nous, c'est Bernard Tosiel l'a dit, d'un côté, on a un citoyen qui nous demande plein de choses, du bien-être, de la lumière naturelle et tout, et nous approuvons. Et de l'autre côté, on a un consommateur qui nous demande du prix. Nous souhaiterions qu'il y ait une uniformisation de vue entre le citoyen et le consommateur. Ouais, sans quoi, c'est ce que je disais en conclusion, on va partir vers deux filières. Il y aura la filière française pour ceux qui pourront s'acheter du poulet français, et puis il y aura l'importation pour ceux qui pourront plus l'acheter. Et c'est ça qu'on veut absolument éviter, quoi. Mais pour ça, il faut qu'on arrête d'être hypocrite, quoi. C'est-à-dire que les pouvoirs publics mettent en place des réglementations, veulent les renforcer pour nous, puis en même temps, on signe des accords de libre-échange dans lesquels on ne les demande pas, parce que ça fait 20 ans que c'est comme ça, et il faut que ça s'arrête, quoi, parce que sinon, on ne va plus y arriver, quoi. Voilà. Oui, Gabriel Omnes pour le groupe Réussir. Derrière ces questions autour des importations, d'avoir des doubles standards et donc on produit du premium en français pour certains Français et des importations. En parallèle de ça, on a des questions sur l'insécurité alimentaire chez un certain nombre de parties de la population. Derrière tout ça, il y a aussi la question de solutions pour résoudre ce genre de problème-là.
Est-ce que vous avez une position ou des propositions, notamment on a parlé de chèques alimentaires, ça pourrait être fléché sur certains types de consommation de produits. Est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous proposez des choses sur ces questions-là? Je vais répondre à ça. Sur la partie, c'est pour ça que quand vous avez des associations welfaristes qui vous poussent, et dans le même temps que ces mêmes associations welfaristes qui sont très fortes pour critiquer la production française ne disent mot sur les importations. J'ai pas vu beaucoup certains sauter sur l'Ukraine pour aller voir comment ça se passe dans les poulaillers ukrainiens, ni d'aller au Brésil. D'ailleurs, et heureusement, et je remercie la presse, il y a seulement eu des journalistes qui ont fait le voyage, des journalistes télé, des journalistes presse, qui ont été en Ukraine, au Brésil et en France, et qui ont fait des tableaux de comparaison remarquables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que vous dites est tout à fait juste, c'est que les gens qui vont avoir les moyens possibles, on leur dira, vous ne pouvez pas avoir de la production française, vous avez. Deuxième chose. Et troisièmement, aujourd'hui, on ne demande pas de chèque alimentaire, mais sachez que quand même, la volaille est la viande la moins chère. Avec l'œuf, en termes de protéines, c'est aujourd'hui au point de protéines la moins chère. Quand on voit aujourd'hui le prix de la viande bovine ou du porc, qui ont aussi, eux, leurs contraintes de production, et voilà, c'est aujourd'hui la volaille la moins chère. Donc, jouons le jeu avec une production française, allons à pas raisonnable pour respecter ce que le concitoyen demande, bien-être et ainsi de suite, mais n'allons pas à des positions exagérées qui vont faire écrouler notre système. Et alors, sur le point de répondre, pardon. Non, et puis, c'est ce que je disais avant, on a besoin de cohérence. Vous voyez, parce que si le législateur est de plus en plus exigeant en termes de coûts de normes, bon, ça fait 20 ans qu'on est engagé dans ce processus, ça fait augmenter le coût de production. Là, le législateur va encore en rajouter, notamment au niveau européen. Et après, donc, ça coûte de plus en plus cher. Et du coup, la réponse, ce serait le chèque alimentaire. À un moment, il faut aussi trouver le juste équilibre. Hein. Il faut essayer d'être cohérent, quoi. Enfin, c'est surtout de la cohérence qu'on demande au pouvoir public. Parce que c'est facile, quoi, de dire j'ouvre les vannes, j'achète moins cher, ou je donne une subvention. À un moment, il faut que, étant donné qu'on est dans une situation où environnementalement, sanitairement, on fait du super boulot, on fait ce qui se fait de mieux au monde, à partir de là, il faut que le législateur, à chaque fois qu'il veut inventer une règle, il se dise est-ce que socialement ça va être acceptable? Et c'est absolument pas la question que le législateur se pose aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai sujet d'avenir et de survie aussi pour nos filières, quoi. Bon, écoutez, on a dépassé largement les 13 heures. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à table et on va vous rejoindre. On va se répartir pour manger avec vous et répondre à vos questions.